Mars 2021. Dans un petit appartement de Rome, une scène étrange se déroulait. Une fillette de 4 ans, Aria Rossini, se tenait au milieu du salon, un bâton de bois à la main, adoptant une posture de combat que personne ne lui avait jamais enseignée. « En garde !» criait-elle en italien, mais avec un accent étrange, ancien, guttural. Sa mère, Giulia Rossini, observait depuis la cuisine, un mélange d'amusement et d'inquiétude sur le visage. Ce n'était pas la première fois qu'Aria jouait ainsi. Mais ce qui troublait Giulia, c'était la précision des mouvements, la posture, l'équilibre parfait. Les pieds ancrés au sol, le poids du corps réparti de manière experte. Aria n'avait jamais pris de cours de combat, jamais regardé de films de gladiateurs. Elle avait 4 ans. Elle regardait des dessins animés de princesses et jouait avec des poupées. Pourtant, là, dans ce salon, elle se déplaçait comme une guerrière entraînée. « Aria, ma chérie, avec qui tu te bats ?» La petite fille ne répondit pas immédiatement. Elle continuait ses mouvements. Frappe, esquive, rotation, contre-attaque. Ses petits pieds nus glissaient sur le parquet avec une fluidité déconcertante. « Avec les autres gladiateurs, maman, dans l'arène. Il faut que je gagne, sinon je meurs. » Giulia sentit un frisson parcourir son dos. Gladiateur. D'où venait ce mot? « Aria, arrête maintenant, viens manger. » Mais Aria ne s'arrêta pas. Elle était dans une transe, ses yeux fixes, sa respiration contrôlée. Elle para une attaque invisible, pivota sur elle-même et frappa l'air avec son bâton. « Je t'ai eu !» cria-t-elle. « Aujourd'hui, je vis un jour de plus. » Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Le bâton tomba de ses mains. Elle regarda sa mère, confuse, comme si elle venait de se réveiller. « Maman, pourquoi je suis debout ?» Ce n'était pas la première fois. Depuis ses 3 ans, Aria avait ces épisodes, des moments où elle semblait habitée par quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, plus fort, plus violent. Mais ce qui troublait le plus Giulia, c'était autre chose. Quelque chose qu'elle avait remarqué à la naissance d'Aria et dont elle n'avait jamais parlé à personne. Aria avait une marque de naissance, une tache rouge sombre, irrégulière sur le côté gauche de son abdomen, exactement là où un coup d'épée transpercerait le foie. Les médecins avaient dit que c'était juste une tache de vin, rien d'inquiétant. Beaucoup d'enfants en ont. Mais quand Aria avait commencé à parler de la reine, à 2 ans et demi, pointant cette tache et disant « c'est là qu'il m'a tué », Giulia avait commencé à se poser des questions. Son mari, Marco, balayait tout cela d'un revers de main. C'est son imagination, Giulia. Les enfants inventent des histoires, c'est normal. Mais Marco, elle parle latin, du vrai latin. Comment une enfant de 4 ans peut-elle parler latin? C'était vrai. Parfois, dans ses transes, Aria prononçait des mots que Giulia ne comprenait pas, des mots durs, gutturaux. Elle avait enregistré certains de ces moments et les avait fait écouter à sa sœur, professeure de latin au lycée. Giulia, c'est du latin vulgaire, du latin de rue, le genre qu'on parlait dans la Rome antique, pas le latin classique qu'on enseigne. Où Aria a-t-elle appris ça? Nulle part, c'est bien ça le problème. En avril 2021, quelque chose se produit qui changea tout. La famille Rossini décida de visiter le Colisée. C'était une sortie touristique classique. Marco voulait des photos pour Instagram. Giulia pensait qu'Aria aimerait voir le monument. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait se passer. Dès qu'ils approchaient de l'amphithéâtre, Aria devint étrangement silencieuse. Elle, qui était normalement bavarde, curieuse, pleine d'énergie, se figea. « Aria, ça va ma chérie ?» La petite fille fixait le Colisée avec des yeux écarquillés, pas avec émerveillement, avec terreur. « Non, » murmura-t-elle, « je ne veux pas y aller. C'est là que je suis morte. » Giulia et Marco échangèrent un regard. Marco haussa les épaules. « Aria, c'est juste un vieux bâtiment, il n'y a rien à craindre. Viens, on va voir à l'intérieur. » Mais quand ils essayèrent de franchir l'entrée, Aria se mit à hurler. Un cri perçant, viscéral, qui fit se retourner tous les touristes. « Non, non, pas l'arène, je ne veux pas retourner dans l'arène. » Elle se débattait avec une force surprenante pour une enfant de 4 ans. Giulia dut la porter à l'écart, loin de l'entrée, tandis qu'Aria sanglotait de manière incontrôlable. Le sable rouge, le sang partout, les cris, la foule qui hurle. « Je ne veux pas mourir encore, je ne veux pas. » Giulia s'assit sur un banc, Aria tremblante dans ses bras. « Aria, personne ne va te faire de mal, c'est juste un musée maintenant, il n'y a plus de combat. » Mais Aria secoua la tête. « Je sens encore le sable sous mes pieds.
J'entends encore les lions rugir. Je vois encore son visage, le gladiateur qui m'a tué, son épée qui entre dans mon ventre. Elle toucha sa tache de naissance. Là, exactement là. Marco était pâle. Pour la première fois, il ne pouvait plus nier ce qui se passait. Ce n'était pas de l'imagination, c'était trop réel, trop précis, trop viscéral. Ce soir-là, après qu'Aria se soit endormie, Giulia fit quelque chose qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Elle chercha sur Internet. Enfant se ressouvient vie antérieure, Rome. Gladiatrice, femme, réincarnation. Gladiatrice, Colisée. Elle découvrit des choses qu'elle ne savait pas. Que oui, il y avait eu des gladiatrices dans la Rome antique. Pas beaucoup, c'était rare, controversé, mais documenté. Les gladiatrices étaient souvent des esclaves, des prisonnières de guerre, parfois des femmes libres qui cherchaient la gloire ou l'argent. Elles combattaient dans l'arène, tout comme les hommes, contre d'autres femmes, parfois contre des hommes, parfois contre des animaux. Et beaucoup mouraient jeunes. Giulia trouva un nom qui revenait dans ses recherches. Le docteur Alessandra Bianchi, archéologue spécialisé dans les gladiateurs romains, professeur à l'université de Rome La Sapienza. Elle lui écrivit un email qu'elle était sûre ne jamais envoyer, un email qu'elle était sûre de recevoir une réponse polie mais sceptique. Cher professeur Bianchi, je sais que cela va vous paraître fou, mais ma fille de 4 ans prétend avoir été gladiatrice dans une vie antérieure. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. À sa grande surprise, le docteur Bianchi répondit le lendemain matin. « Chère Madame Rossini, votre email ne me paraît pas fou du tout. Pourriez-vous amener votre fille à mon bureau demain? J'aimerais beaucoup la rencontrer. » Mai 2021. Le bureau du docteur Alessandra Bianchi était rempli d'artefacts romains, des fragments de mosaïques, des morceaux d'armure, des répliques d'armes gladiatoriales, des crânes et des os soigneusement étiquetés. Aria entra dans le bureau et s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur quelque chose, une épée courte, un gladius, posé sur une étagère. Sans un mot, sans demander la permission, elle marcha droit vers l'arme et tendit la main. « Aria, non !» cria Giulia. Mais le docteur Bianchi l'arrêta. « Laissez-la. » Aria prit l'épée. C'était une réplique, bien sûr, pas tranchante, mais lourde, trop lourde pour une enfant de 4 ans, normalement. Pourtant, Aria la souleva avec une aisance surprenante. Elle la fit tourner dans sa main, testa son équilibre, adopta une posture de combat. « C'est trop légère », dit-elle d'une voix étrangement adulte. La mienne était plus lourde, plus large, pour couper, pas juste pour piquer. Le docteur Bianchi sortit son carnet et commença à noter frénétiquement. « Aria, comment s'appelait ton épée ?»« Je ne sais pas. On ne nommait pas nos armes. C'était des outils, pas des amis. » « Quel type de gladiatrice étais-tu » Aria fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Je ne sais pas le nom, mais je portais une armure sur le bras gauche, un grand bouclier rectangulaire et un casque avec un plumage. » Le docteur Bianchi sentit son cœur battre plus vite. Aria venait de décrire l'équipement d'une provocatrix ou d'une murmillo féminine, des types de gladiatrices bien documentés mais peu connus du grand public. « Comment as-tu appris à te battre ?»« Dans le Ludus, l'école de gladiateurs. Le Lanista nous entraînait, tous les jours, dès l'aube. Si tu ne te battais pas bien, tu ne mangeais pas. » Qui était le Lanista ? Un homme cruel. Il s'appelait Marcus, ou peut-être Maximus, je ne suis pas sûr. Mais il avait une cicatrice ici. Aria passa son doigt sur sa joue gauche, du haut jusqu'en bas. Il disait qu'il l'avait gagné dans l'arène avant de devenir entraîneur. Le docteur Bianchi montra plusieurs images à Aria. Des reconstitutions d'artistes, montrant différents types de gladiateurs, des fresques antiques, des mosaïques. « Est-ce que tu reconnais quelque chose ?» Aria regarda attentivement. Son doigt se posa sur une mosaïque, montrant 2 femmes en armure se battant dans une arène. « C'est comme ça, exactement comme ça, sauf que le sable était plus rouge, parce qu'il y avait eu beaucoup de combats avant nous. » Elle toucha l'image. « Je me souviens de mon premier combat. J'avais 16 ans. J'étais terrifié. Mon adversaire était plus grande que moi, plus expérimentée, mais j'étais plus rapide. »« Tu as gagné ?»« Oui, je l'ai blessé au bras. L'empereur a fait le geste. Pollice verso. Elle a vécu. Moi aussi. » Aria mimait les gestes en parlant, le combat, l'esquive, la frappe. C'était comme si elle revivait la scène. Au cours des semaines suivantes,
Le docteur Bianchi rencontra Aria plusieurs fois. Elle testait ses connaissances, pas seulement sur les combats, sur la vie quotidienne dans Rome antique. Où dormais-tu? Dans le Ludus, dans une cellule, avec 3 autres gladiatrices. On dormait sur de la paille. Il faisait froid la nuit. Qu'est-ce que tu mangeais? De l'orge, beaucoup d'orge. On nous appelait les ordeari, les mangeurs d'orge. Ça nous rendait forts, mais lents. Le lanista disait que la graisse protégeait les organes des coups d'épée. C'était exact. Les recherches archéologiques avaient montré que les gladiateurs suivaient un régime riche en orge et en légumineuses, créant une couche de graisse sous-cutanée qui les protégeait partiellement des blessures. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle savoir cela? Est-ce que tu étais libre? Aria secoua la tête tristement. Non, j'étais esclave, capturé quand j'avais 15 ans. Mon village avait été attaqué par les Romains. Ils ont tué mon père, vendu ma mère. Moi, ils m'ont emmené à Rome parce que j'étais jeune et forte. Tu te souviens du nom de ton village? Non, c'était loin, dans le nord. Il y avait des montagnes, de la neige en hiver. Tu te souviens de ton nom quand tu étais gladiatrice? Aria ferma les yeux, concentrée. Il m'appelait Amazonia, mais ce n'était pas mon vrai nom. Mon vrai nom était... Elle ouvrit les yeux, frustrée. Je ne m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Le docteur Bianchi changea de tactique. Elle sortit quelque chose de son tiroir, un fragment d'os, un fémur, partiellement reconstitué. Aria, je vais te montrer quelque chose. Nous avons trouvé ceci il y a 3 ans, dans une tombe près du Colisée. C'était une sépulture de gladiateurs, ou plutôt de gladiatrices. Elle montra des marques sur l'os. Tu vois ces entailles? Ce sont des marques de coups, des blessures guéries. Cette femme a combattu pendant des années. Elle a survécu à de nombreux combats. Aria toucha doucement l'os. Comment elle est morte? On ne sait pas exactement, mais elle avait environ 20 ans et elle a probablement été tuée dans l'arène. Le docteur Bianchi hésita puis continua. Il y a quelque chose d'autre. Nous avons trouvé une autre marque sur les côtes, une blessure qui ne s'est pas guérie, une perforation du foie probablement causée par une épée courte. Aria porta instinctivement sa main à sa tache de naissance, exactement au même endroit. C'est comme moi? Oui, dit le docteur Bianchi doucement, c'est exactement comme toi. Elle prit une grande respiration. Aria, nous avons extrait de l'ADN de ses os. Nous savons quelque chose sur cette femme. Elle venait d'Europe du Nord, probablement de la région qui est aujourd'hui l'Allemagne ou l'Autriche. Elle avait entre 18 et 22 ans quand elle est morte et elle était gladiatrice. C'était moi, dit Aria avec une certitude tranquille. Je le sais, je le sens. Le docteur Bianchi ne savait pas quoi répondre. En tant que scientifique, elle ne croyait pas à la réincarnation. Mais en tant que chercheuse, elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle voyait. Cet enfant avait des connaissances impossibles, des connaissances qui correspondaient exactement aux découvertes archéologiques. Aria, est-ce que tu te souviens de ton dernier combat? La petite fille devint très silencieuse. Ses yeux se remplirent de larmes. Oui, c'était un jour de jeu. L'empereur était là. La foule était immense. Il criait tellement fort. Contre qui tu te battais? Un gladiateur, un homme. C'était rare. Normalement, les femmes combattaient contre les femmes. Mais ce jour-là, c'était spécial, un spectacle, pour amuser l'empereur. Aria essuya ses larmes. Il était beaucoup plus grand que moi, plus fort, mais j'ai bien combattu. J'ai esquivé ses attaques. J'ai même réussi à le blesser au bras. Et puis, j'ai trébuché sur le sable. C'était stupide, une erreur de débitante. Le lanista m'aurait puni pour ça, mais je n'ai pas eu le temps d'être puni. Elle toucha encore sa tache de naissance. Son épée est entrée ici. J'ai senti le métal froid, la douleur brûlante. Je suis tombé. Le sable était chaud sous moi, rouge de sang. Les larmes coulaient maintenant librement. J'ai levé les yeux vers l'empereur. J'espérais la miséricorde, le pouce levé. Mais il a fait le geste. Pollice verso, la mort. Comment tu as... Le gladiateur a été rapide, miséricordieux dans sa manière. Il a tranché ma gorge. Ça n'a pas duré longtemps. Juste assez pour avoir peur, pour regretter, pour penser à ma mère que je ne reverrai jamais. Le silence qui suivit était absolu. Giulia pleurait. Le docteur Bianchi, cette scientifique rationnelle, avait les yeux humides. Une enfant de 4 ans venait de décrire sa propre mort dans l'arène du Colisée, avec des détails que même les historiens spécialisés ne connaissaient pas tous. Juin 2021.
Le docteur Bianchi fit quelque chose d'inhabituel. Elle contacta ses collègues, des anthropologues, des généticiens, des historiens spécialisés dans les jeux romains. « J'ai besoin de votre aide. J'ai un cas extraordinaire. » Elle leur présenta Arya. Elle leur montra les vidéos, les dessins qu'Arya faisait de la reine, les mouvements de combat qu'elle exécutait avec une précision troublante. Certains étaient sceptiques, d'autres intrigués. Le docteur Marco Ferretti, généticien à l'Université de Rome, proposa quelque chose d'audacieux. « Nous avons l'ADN des os de la gladiatrice. Si Arya prétend être cette femme réincarnée, nous pourrions faire des tests. » « Quels tests ?» demanda Julia, protectrice. « Pas de l'ADN, évidemment. La réincarnation ne fonctionne pas comme ça. Mais nous pourrions chercher d'autres indices, des marqueurs épigénétiques, des modifications dans l'expression des gènes qui pourraient être influencés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » C'était expérimental, controversé. Mais le docteur Bianchi était prêt à tout pour comprendre. Pendant ce temps, elle continua à travailler avec Arya. Elle l'emmena dans des endroits que la petite fille n'avait jamais visités, des sites archéologiques, des musées fermés au public, des réserves où étaient conservés des artefacts gladiatoriaux. Dans chaque endroit, Arya reconnaissait des choses, pointait des objets, expliquait leur usage. « Cette dague, c'est une Pugio. Tous les gladiateurs en avaient une, pour le coup de grâce, quand l'empereur ordonnait la mort. Ce casque, il appartenait à un Retiraius, un gladiateur avec un filet et un trident. Ils étaient rapides, mais vulnérables, faciles à battre si tu savais comment. Cette mosaïque, c'est l'amphithéâtre de Capoue. J'y ai combattu une fois. C'était plus petit que le Colisée, mais la foule était tout aussi cruelle. » À chaque révélation, le docteur Bianchi vérifiait, cherchait dans les archives, consultait les références. Tout correspondait. Un jour, le docteur Bianchi emmena Arya dans un endroit spécial, les sous-sols du Colisée, les hypogées, les tunnels et les chambres sous l'arène où les gladiateurs attendaient leur tour, où les animaux étaient gardés, où les mécanismes complexes soulevaient les combattants vers le sable. Normalement, les enfants n'étaient pas autorisés dans les hypogées. Mais le docteur Bianchi avait des contacts. Dès qu'Arya descendit les escaliers, elle changea. Son corps se raidit, sa respiration devint rapide. « Je connais cet endroit. On attendait ici, dans le noir. On entendait les bruits de l'arène au-dessus, les cris, les rougissements, le bruit de métal contre métal. » Elle marcha avec assurance dans les tunnels sombres, comme si elle connaissait le chemin. « Ici, dit-elle en s'arrêtant devant une petite alcôve, c'est ici qu'on priait, avant de monter. On priait Mars, le dieu de la guerre. On lui demandait la victoire, ou au moins une mort rapide. » Le docteur Bianchi vérifia ses notes. Oui, des autels dédiés à Mars avaient été trouvés dans cette section des hypogées. Arya continua plus loin. Elle s'arrêta devant un puits vertical qui montait vers l'arène. C'est par là qu'on montait, dans une cage, comme des animaux. La cage était soulevée par des poulies, et soudain, on était dans l'arène. La lumière du soleil, la foule, le sable sous nos pieds. Elle ferma les yeux. Le pire moment, juste avant le combat, quand tu sais que tu vas peut-être mourir, que dans quelques minutes tu seras morte ou tu auras tué quelqu'un. Il n'y a pas d'autre choix. « Tu avais peur ?» demanda doucement le docteur Bianchi. Toujours, chaque fois, même après des dizaines de combats, la peur ne partait jamais. On apprenait juste à se battre malgré elle. Elles remontèrent à la surface, dans l'arène elle-même. C'était l'été. Le Colisée était rempli de touristes. Mais le docteur Bianchi avait arrangé une visite privée, tout le matin, avant l'ouverture au public. Arya se tenait au centre de l'arène, là où près de 2000 ans auparavant, des milliers de gladiateurs avaient combattu et étaient morts. Elle enleva ses chaussures, sentit le sol moderne sous ses pieds. Le sable était différent, plus fin, mélangé avec de la sciure pour absorber le sang. Après plusieurs combats, il devenait rouge et collant. Elle leva les yeux vers les gradins vides. La foule était là, des milliers de personnes. Elle criait, elle pariait, elle voulait du sang. Elle se moquait de savoir qui nous étions, esclaves ou volontaires, hommes ou femmes. Elle voulait juste du spectacle. Elle fit quelques pas, adoptant instinctivement une posture de combat. Quand tu entrais dans l'arène, tu saluais l'empereur. Ave imperator, morituri te salutant. Salut, empereur, ceux qui vont mourir te saluent. Elle s'arrêta au centre exact de l'arène. C'est ici que je suis morte. Pas exactement ici peut-être, mais quelque part ici, sur ce sable, sous ce ciel. Le docteur Bianchi prit des photos, filma.
documenta tout. Cette petite fille de 4 ans, debout dans l'arène du Colisée, parlant de sa mort il y a 2000 ans avec une conviction et une précision qui défient toute explication rationnelle. Septembre 2021. Contrairement aux autres cas documentés d'enfants se souvenant de vies antérieures, quelque chose d'étrange se produisit avec Aria. Les souvenirs ne s'estompèrent pas. À 5 ans, elle se souvenait toujours avec autant de clarté. Plus elle grandissait, plus les souvenirs semblaient se renforcer au lieu de s'affaiblir. Le docteur Bianchi avait une théorie. Peut-être que parce qu'Aria a été exposée aux lieux physiques, le Colisée, les hypogées, les artefacts, les souvenirs se sont ancrés plus profondément. Ou peut-être que sa mort violente a laissé une empreinte plus forte. Mais il y avait autre chose. Aria ne voulait pas oublier. « Je ne veux pas que elle soit oubliée », disait-elle en parlant d'Amazonia. « Elle a vécu, elle a combattu, elle mérite d'être souvenue. » Giulia et Marco durent faire face à une réalité étrange. Leur fille menait 2 vies. Aria, la fillette moderne de Rome qui aimait les glaces et les dessins animés, et Amazonia, la gladiatrice morte il y a 2000 ans qui vivait encore dans sa mémoire. Les 2 identités coexistaient, parfois harmonieusement, parfois en conflit. Aria refusait de manger certains aliments. Amazonia n'aimait pas ça. Elle insistait pour s'entraîner physiquement. Une guerrière doit rester forte. À 6 ans, elle demanda à prendre des cours de arts martiaux, pas du karaté moderne. Elle voulait apprendre l'escrime historique, le combat au gladius. Giulia trouva un maître d'armes spécialisé dans les techniques de combat romain, Giovanni Marcello, un reconstituteur historique qui avait passé sa vie à étudier les techniques gladiatoriales. Quand il vit Aria la première fois tenant une épée de bois, il fut choqué. Elle connaît déjà les bases, la posture, l'équilibre, le mouvement des pieds. C'est impossible. Elle a 6 ans maintenant. Comment? C'est une longue histoire, dit Giulia. Au fil des mois, Giovanni entraîna Aria, mais il réalisa rapidement qu'il n'enseignait pas vraiment. Il raffinait, il corrigeait de petits détails, mais les fondamentaux étaient déjà là. C'est comme si elle avait combattu pendant des années. Ses réflexes, sa lecture du mouvement de l'adversaire, c'est inné. Un jour, Giovanni organisa une démonstration, un événement de reconstitution historique au Circus Maximus. Aria, maintenant âgée de 7 ans, demanda à participer. « Tu es sûre ?» demanda Giulia, inquiète. « Oui, je veux montrer aux gens. Je veux qu'ils sachent qui nous étions, les gladiatrices. Pas juste des histoires, des vraies personnes. » La démonstration eut lieu en octobre 2023, devant une foule de curieux, d'historiens, de journalistes. Aria entra dans l'arène improvisée, vêtue d'une armure de gladiatrice reconstituée. Trop grande pour elle, mais ajustée du mieux possible. Elle affronta un adulte, Giovanni lui-même, utilisant des épées de bois, bien sûr, sécurisées. Mais le combat était réel, et Aria tint de tête. Pas longtemps, elle n'avait que 7 ans. Son corps d'enfant ne pouvait pas rivaliser avec un adulte entraîné. Mais ses réflexes, sa technique, sa férocité. La foule était stupéfaite. « Incroyable !» murmuraient les historiens. « C'est exactement les techniques qu'on a reconstruites à partir des fresques et des écrits. Comment une enfant peut-elle savoir ça ?» Après la démonstration, Aria fut interviewée par des journalistes, des chaînes de télévision, des documentaristes. « Aria, pourquoi tu aimes tant le combat ?»« Parce que c'est qui je suis, c'est qui je suis. Amazonia était une guerrière, et même si elle est morte, elle vit encore en moi. Tu as peur de te battre ? Oui, toujours, mais la peur n'est pas une raison de ne pas se battre. Amazonia m'a appris ça. » L'histoire d'Aria commença à circuler, pas juste en Italie, dans le monde entier. L'enfant gladiatrice de Rome, la réincarnation qui refuse d'oublier. Amazonia vit encore. Le docteur Bianchi publia un article, le cas Aria R, correspondance vérifiable entre les souvenirs d'une enfant et les données archéologiques sur les gladiatrices romaines. L'article fut controversé, certains scientifiques le rejetèrent, d'autres demandèrent plus de recherches. Mais personne ne pouvait nier les faits. Cette enfant savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, des choses qui correspondaient exactement aux découvertes archéologiques récentes. Décembre 2024, Aria a maintenant 8 ans. Elle continue à se souvenir.
avec une clarté qui défie toute explication. Mais quelque chose a changé. Elle ne vit plus les souvenirs comme un fardeau, comme un trauma. Elle les voit comme un cadeau. Amazonia me donne de la force, dit-elle. Quand j'ai peur à l'école, quand quelqu'un se moque de moi, je pense à elle, à tout ce qu'elle a enduré, à comment elle a survécu. Et je me dis que moi aussi, je peux survivre. Le docteur Bianchi a organisé une exposition spéciale au Musée national romain. Gladiatrices, les guerrières oubliées de Rome. L'exposition présente les découvertes archéologiques, les os de la gladiatrice trouvés près du Colisée, des armes, des armures, des fresques. Et au centre de l'exposition, il y a une section spéciale, le témoignage d'Aria. Des vidéos d'Aria parlant de ses souvenirs, ses dessins de la reine, ses démonstrations de combat. Nous ne prétendons pas prouver la réincarnation, dit le docteur Bianchi dans l'introduction de l'exposition. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce que cet enfant nous a appris. Grâce à elle, nous comprenons mieux la vie des gladiatrices, leurs peurs, leurs espoirs, leur humanité. Des milliers de visiteurs viennent voir l'exposition. Des femmes surtout, jeunes et moins jeunes. C'est inspirant, dit l'une d'elles. Savoir qu'il y a 2000 ans, des femmes se battaient, étaient fortes, survivaient dans un monde qui les voulait faibles. Aria visite souvent l'exposition. Elle se tient devant les os de la gladiatrice, les os qui pourraient être, qui sont peut-être, ceux d'Amazonia. « Bonjour », murmure-t-elle. « C'est moi. Enfin, c'est toi. Enfin, c'est compliqué. » Elle sourit. « Mais je voulais que tu saches, tu n'es pas oublié. Plus maintenant. Les gens se souviennent. Ils savent que tu as existé, que tu as combattu, que tu étais courageuse. » Aria a décidé de ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. Pas gladiatrice, évidemment, mais archéologue, comme le docteur Bianchi. Je veux trouver d'autres gladiatrices, d'autres femmes guerrières que l'histoire a oubliées. Je veux raconter leurs histoires. Julia et Marco ont appris à accepter la situation. Leur fille est spéciale, unique, porteuse de 2 vies. Parfois, dit Julia, je me demande pourquoi. Pourquoi Aria? Pourquoi Amazonia est-elle revenue? Peut-être, répond le docteur Bianchi, parce que son histoire méritait d'être racontée, parce que les gladiatrices méritaient d'être souvenues, et parce que Aria était la seule qui pouvait le faire. L'histoire d'Aria et d'Amazonia soulève des questions auxquelles la science ne peut pas répondre. La réincarnation existe-t-elle vraiment? Ou Aria a-t-elle accès d'une manière inexpliquée à des informations du passé? Ou est-ce quelque chose d'entièrement différent que nous ne comprenons pas encore? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Aria a changé notre compréhension des gladiatrices romaines. Grâce à elle, nous savons qu'elles n'étaient pas juste des curiosités, des spectacles pour amuser les foules. Elles étaient des êtres humains, avec des peurs, des espoirs, des rêves qu'elles ne réaliseraient jamais. Elles étaient des guerrières, fortes, courageuses, survivantes. Et même si l'histoire les a oubliées pendant 2000 ans, elles refusent de rester silencieuses. À travers Aria, à travers Amazonia, la guerrière vit encore. Dans chaque mouvement d'épée qu'Aria exécute, dans chaque souvenir qu'elle partage, dans chaque personne qui visite l'exposition et apprend leur histoire. Amazonia est morte à 20 ans dans l'arène du Colisée. Mais 8 ans plus tard, elle court dans les rues de Rome. Elle rit, elle joue, elle apprend. Elle vit une deuxième vie. Une vie qu'elle n'a jamais eue la première fois. Une vie de liberté, d'éducation, de choix. Les choses qu'on lui a refusées quand elle était esclave. Et peut-être que c'est ça la vraie raison. Peut-être qu'Amazonia est revenue non pas pour raconter son histoire, mais pour vivre la vie qu'on lui avait volée. Aria grandit, Amazonia veille. 2 âmes, une mémoire, un héritage. Pour que nous n'oublions jamais que derrière chaque gladiateur dans l'arène, il y avait une personne, avec un nom, une histoire, une vie. Amazonia, Aria, la guerrière éternelle.